L'éducation d'un instructeur n'est pas l'affaire d'un atelier de fin de semaine ou d'un badge numérique. C'est une pratique de toute une vie fondée sur le mentorat, l'étude et une curiosité constante pour la façon dont le corps bouge. C'est une citation assez percutante pour commencer. Oui, elle est de Jim Heidenreich, un grand nom dans le monde du Pilate, et aujourd'hui on a décidé de la prendre vraiment au sérieux. De la décortiquer, en fait. Exactement. Mhm. De voir ce qu'il y a derrière, parce que ça dit quelque chose de fondamental sur ce que c'est qu'être vraiment compétent dans son métier. Hmm. Et pour nous guider, on s'appuie sur une analyse vraiment passionnante de Caroline Berger de Femini. Pour elle, ce n'est pas juste un slogan, c'est une véritable éthique professionnelle. C'est ça. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que même si l'exemple vient du Pilate, ce qu'on va aborder est universel. Complètement. Qu'on soit développeur, artisan, enseignant, on est tous face à cette question-là. C'est quoi, au fond, la différence entre un diplôme et une vraie compétence? Entre répéter et maîtriser. Voilà. C'est une exploration de ce que ça veut dire apprendre. Et surtout, ne jamais s'arrêter d'apprendre. Et la première chose que dit Caroline Berger de Femini, c'est que cette phrase, elle retire tout le vernis. J'adore l'expression. Ah oui, c'est bien dit. Ça casse l'illusion qu'on peut, hop, devenir expert un dimanche soir après une formation en ligne. C'est tellement à contre-courant de l'époque du tout de suite. Carrément. C'est un rappel à l'ordre. Quand on dit pratique de toute une vie, on ne parle pas d'une collection de certificats sur un mur. Non. On parle d'une posture intérieure, une discipline. C'est en fait l'engagement à rester élève, même quand on enseigne. C'est une question d'humilité alors. Totalement. C'est pouvoir se dire, après 20 ans de métier, je suis encore au début. Ce n'est pas un statut qu'on atteint, c'est un chemin. Un chemin qui n'est pas toujours confortable, j'imagine. Pas du tout. Mais cette idée de pratique, ça peut sembler un peu abstrait. Comment on fait concrètement pour entretenir ça pendant des décennies sans tourner en rond? Oui, et c'est là que ça devient super intéressant. Elle identifie 3 piliers, inséparables. Elle parle d'une triangulation. Comme un tabouret à 3 pieds. C'est l'image parfaite. Si un pied manque, tout s'écroule. Le premier pilier, le mentorat. Avoir un guide. Voilà, quelqu'un de plus expérimenté qui pose un regard sur ce qu'on fait, qui nous challenge un peu, qui voit nos angles morts. On finit par croire à notre propre discours sinon. Exactement. Le deuxième pilier, c'est l'étude. La formation continue, la lecture. Oui, nourrir sa pratique avec de la théorie, de la science. Sans ça, le mentorat peut devenir du mimétisme. On copie son mentor, mais sans comprendre les principes derrière. On devient une bonne imitation, mais pas un praticien autonome. C'est tout à fait ça. D'accord. Donc, on a le regard extérieur du mentorat et la nourriture intellectuelle de l'étude. C'est quoi le troisième pied? C'est le moteur, le carburant de tout le reste, la curiosité. Ah, Une curiosité insatiable. C'est la petite flamme qui nous pousse à demander pourquoi et si. Sans elle, l'instructeur devient un robot, même avec un bon mentor et plein de livres. même avec tout ça. Il appliquera tout de manière mécanique. Il enseignera pendant 30 ans, mais sans plus rien apprendre lui-même. C'est ce qu'elle appelle le danger le plus silencieux. C'est une image forte, ça? Oui, de l'extérieur, tout a l'air parfait, mais à l'intérieur, la pratique est morte. Waouh! Et ça me fait penser à une autre de ces analogies qui m'a vraiment marqué. Elle dit « Un instructeur rigidifié, c'est comme une colonne rigide, ça casse ailleurs. C'est une puissance. » C'est fou. Ça veut dire que le manque de souplesse intellectuelle de l'enseignant peut littéralement faire mal à quelqu'un? C'est une analogie parfaite, parce que les conséquences sont très concrètes. Pédagogiquement, la rigidité, c'est le cours stéréotypé. Toujours le même. Toujours le même. Les mêmes corrections pour tout le monde, qu'on ait un athlète de 25 ans ou une personne de 70 ans. L'instructeur ne voit plus la personne, il voit un corps à corriger selon son schéma. Il n'accueille plus ce qu'elle appelle le contexte vivant. Et ce contexte vivant, j'imagine que ça inclut aussi l'évolution de la science, des connaissances. Absolument. Professionnellement, la rigidité, c'est l'obsolescence. Les connaissances sur le corps, la biomécanique, ça évolue à une vitesse folle. Si on reste bloqué sur ce qu'on a appris à 15 ans, On devient un minosaure. pire, on peut devenir dangereux. Ok, donc la rigidité, c'est l'ennemi. Mais comment on évite ça sans pour autant changer d'avis tous les matins? Où est l'équilibre? C'est la grande question. Et pour y répondre, elle introduit un concept qui semble paradoxal au premier abord. La flexibilité stable. Flexible et stable. Expliquez-nous ça. Alors, la stabilité, ce n'est pas la rigidité. La stabilité, c'est l'ancrage dans les principes fondamentaux de sa discipline. Les non négociables. Voilà. En Pilates, ce serait la respiration, le contrôle, la précision. Le pourquoi on fait les choses, ce socle est inébranlable. D'accord. La flexibilité, par contre, c'est le comment.
C'est la capacité d'appliquer ces principes dans une infinité de formes, sur une machine, au sol, adaptée pour une femme enceinte. La forme change, mais le fond reste. C'est exactement ça. La flexibilité stable, savoir se réinventer sans se trahir. J'imagine que ça demande une sacrée capacité à se remettre en question, non? De ne pas être trop sûr de ses méthodes. On est au cœur du sujet. Pour développer ça, il faut maîtriser ce qu'elle appelle l'apprentissage en double boucle. Simple boucle, double boucle. Ça a l'air un peu technique. Mais l'exemple qu'elle donne est limpide. Imaginez un instructeur. Il a un élève qui n'arrive pas à stabiliser son bassin. Ok, le bassin bouge partout. Voilà. L'apprentissage en simple boucle, c'est la réaction de base. L'instructeur répète « stabilise ton bassin ». Ça ne marche pas. Il le dit plus fort. « Stabilise ton bassin ». Et ça ne marche toujours pas. Frustration des deux côtés. Exactement. L'instructeur est bloqué dans sa stratégie. Pour lui, le problème, c'est l'élève qui n'écoute pas. Il est dans une impasse. Il fonce dans le mur, en espérant que le mur cède. C'est ça. Alors, c'est quoi la double boucle? Comment on trouve la porte à côté du mur? La double boucle, c'est le moment où l'instructeur prend du recul et se pose la question qui change tout. Et si le problème, ce n'était pas l'élève, mais ma méthode? Ah! Il ne questionne plus l'action de l'élève, mais son propre cadre de pensée. Il se dit « Ok, ma consigne ne marche pas. Pourquoi? Problème de compréhension? De sensation? Est-ce qu'il y a une peur? Ou peut-être un blocage physique? Une hanche pas assez mobile? Il passe de « fais ce que je te dis » à « pourquoi ça ne marche pas ?» Il devient une sorte de détective. Un détective, exactement. Et là, il change de stratégie. Il va utiliser une image, lui faire toucher la zone, ou même changer complètement l'exercice pour travailler un prérequis. Il change le système. Il change le système, pas juste l'instruction. C'est ça la double boucle. C'est accepter que sa propre carte du monde puisse être incomplète. C'est la curiosité en action. Ce qui est dingue, c'est que ça demande une sacrée dose d'humilité. Accepter que le problème, c'est peut-être soi, et ça, notre ego. L'ego n'aime pas du tout. Et oui, elle l'identifie comme l'un des plus grands freins. Le fameux badge numérique du début, c'est du carburant pour l'ego. C'est une gratification immédiate. Une validation externe qui dit « ça y est, tu es compétent ». Mais c'est une validation très, très fragile. Parce qu'elle ne tient pas face à la réalité du terrain. Précisément, la vraie compétence, ce n'est pas le badge. C'est savoir quoi faire face à une personne qui a mal au dos et qui a peur de bouger. Ou face à un groupe avec des niveaux complètement différents. C'est dans ces moments-là que le badge ne sert plus à rien. C'est l'expérience qui parle. L'expérience, l'écoute, la créativité, tout ce qui est nourri par le mentorat, l'étude et la curiosité. Et ça envoie la motivation, j'imagine. Directement. L'analyse distingue deux moteurs. D'un côté, la motivation extrinsèque. Le besoin d'être vu, les likes. Voilà, être tendance. C'est puissant à court terme, mais c'est épuisant, car ça dépend du regard des autres. C'est la voie royale vers le burn-out. Et de l'autre côté, La motivation intrinsèque, elle vient de l'intérieur, de la joie de voir un élève progresser, de la beauté d'un geste bien fait, du sentiment de contribuer à quelque chose. C'est une source d'énergie quasi inépuisable. mais c'est facile de perdre cette flamme quand on est seul face à ses doutes, non? L'isolement doit être un vrai danger. C'est un accélérateur d'épuisement. C'est pour ça que la notion de communauté de pratique est si importante. Avoir un groupe de pairs. Un groupe, un mentor. Ce n'est pas juste un soutien moral, c'est une respiration intellectuelle. Un espace pour dire « là je suis bloqué, je ne sais plus quoi faire ». Un lieu pour confronter ses idées. Et se faire challenger, s'inspirer. Une communauté bienveillante mais exigeante, c'est le meilleur antidote à l'ego et à la rigidité. Elle nous empêche de confondre notre petite routine avec la maîtrise. D'accord. Donc pour durer, il faut être humble, curieux, bien entouré. C'est magnifique. Mais soyons pragmatiques 2 secondes. Le mentorat, les formations, le temps pour étudier, ça coûte de l'argent, ça prend du temps. Comment on concilie cette éthique avec la nécessité de payer ses factures? C'est la grande tension, oui. Mais la vision de Caroline Bergette-Fémini, c'est de refuser cette opposition. Pour elle, opposer éthique et économie, c'est un faux débat. Ah, Elle a une formule très forte. L'éthique a besoin de conditions matérielles pour exister. Pour bien enseigner, pour rester créatif, il faut des ressources. L'économie, ce n'est pas vendre son âme, c'est gérer les conditions qui permettent la qualité. donc le modèle économique doit être au service de l'éthique, et pas l'inverse. C'est un sacré retournement de perspective. C'est un retournement complet. Le vrai problème éthique, ce n'est pas de gagner de l'argent. C'est de le gagner en vendant des promesses magiques. Le ventre plat en dit leçon. Voilà, en instrumentalisant les insécurités des gens.
Une carrière construite sur la rigueur et la confiance, c'est peut-être plus lent, mais c'est un modèle économique bien plus durable. La confiance, c'est un capital immense. Et ça, aucun badge obtenu en 48 heures ne peut l'acheter. Jamais. C'est fascinant. En fait, ce que je retiens, c'est que le mot expert, c'est presque un piège. Ce n'est pas un statut qu'on atteint, Non, c'est une pratique, un processus. une direction qu'on choisit de prendre chaque matin. Et cette pratique, il faut l'irriguer constamment, sinon elle se dessèche. C'est la leçon centrale. L'irriguer par ces 3 sources. Le mentorat, pour le regard extérieur, l'étude, pour la rigueur. Et la curiosité pour rester vivant. Exactement. Voir l'éducation comme un simple atelier de fin de semaine, c'est créer des professionnels fragiles. La voir comme une pratique de toute une vie, c'est construire des artisans solides qui traversent les décennies en s'enrichissant. Et pour finir, elle partage ce qui personnellement nourrit sa propre curiosité. Elle dit une chose toute simple. Le corps ne ment jamais. C'est une pensée très puissante pour terminer. Pour elle, le corps est une école infinie. Chaque personne, chaque mouvement est une rencontre avec une vérité qui nous force à l'humilité. Et ça ouvre une question finale, qui va bien au-delà du sport, dans n'importe quel domaine, qu'on soit codeur, cuisinier, manager. Quelle est notre vérité fondamentale? Qu'est-ce qui, dans notre métier, ne ment jamais? Voilà. Qu'est-ce qui peut jouer ce rôle de corps? Les données brutes, le retour sans filtre d'un client, identifier cette source de vérité, c'est peut-être la clé pour se forcer à rester un éternel élève et garantir que notre curiosité, notre moteur le plus précieux, ne s'épuise jamais.